Bonjour et bienvenue au rendez-vous expert de ce mois de septembre. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux adjuvants et à leur rôle dans la constitution du béton. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons recevoir Claude Le Fur. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Alors, vous intervenez en tant que président du SINAD, mais vous avez également une seconde casquette, puisque vous êtes directeur d'activité béton chez Sisca France également. Donc avant de vous laisser la parole, une toute petite précision pour les participants. N'oubliez pas que c'est une session interactive, hein, donc vous pouvez poser toutes vos questions et nous y répondrons à la fin de cette session. Pour poser vos questions, vous remarquez que sur la droite de votre écran, vous avez un petit bloc qui s'appelle chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Nous y répondrons, donc je vous le disais encore une fois, à la fin de cette session. Je vois que les participants viennent de se connecter, les derniers viennent d'arriver, donc je pense qu'il est temps de commencer à discuter adjuvant et béton. Je vous laisse la parole. Merci. Donc nous avons entre 35 et 40 minutes pour discuter de cette présentation des adjuvants. Je vais donc parcourir la présentation et ensuite nous aurons un jeu de questions-réponses pendant 20 minutes. Donc le SINAD, donc le syndicat national des adjuvants. Je vais vous expliquer un petit peu l'historique et les gens qui composent cette association française. Donc le SINAD a été créé en 1968. Nous sommes affiliés à l'UNICEM, l'Union nationale des carrières et matériaux de construction, et également à l'EFCA, donc l'Association européenne des adjuvants. Les adjuvants et additifs, donc c'est le périmètre France, c'est finalement un tout petit marché au regard du marché du ciment ou du marché du béton. Le marché des adjuvants ne représente que 126 millions d'euros sur l'année 2015. Mais c'est une part très très importante du béton. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le périmètre SINAD, dans les adjuvants, on a donc des plastifiants, des superplastifiants, des hydrofuges, des entraîneurs d'air, des accélérateurs chlorés et non chlorés, des retardateurs. Alors c'est plus facile certainement avec l'image, donc je reprends très rapidement. Je vous disais que la création du SINAD date de 1968. L'objectif était à cette époque-là d'organiser ce marché et de mettre des règles avec la normalisation française. Je vous en parlerai également tout à l'heure. Nous sommes donc affiliés à l'UNICEM et à l'EFCA. Le périmètre, donc 126 millions d'euros. Les adjuvants, donc plastifiants, superplastifiants, hydrofuges, entraîneurs d'air, accélérateurs chlorés, non chlorés, et les retardateurs. Et puis, de plus en plus, vous savez, le matériau béton est le matériau composite le plus utilisé dans le monde, et donc nous intégrons dans la formulation des bétons de plus en plus donc des fibres polypropylène, des fibres macrosynthétiques, des fibres métalliques également, des colorants. Pour démouler tout ça, donc nous avons des agents de démoulage, et puis pour protéger les bétons, pour éviter la fissuration, nous avons des produits de cure. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, nous sommes affiliés à l'EFCA, la Fédération européenne des adjuvants. C'est une partie très très importante depuis que nous sommes dans l'Europe, puisque nous recevons donc beaucoup d'informations via Bruxelles sur les problématiques de potabilité, par exemple. Et donc il y a donc des pays, nous sommes 12 pays à ce jour, nous essayons d'avoir de plus en plus de collègues européens pour rejoindre notre association. Et pour le moment, donc les plus imminents sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni nous travaillons vraiment de concert pour organiser ce marché du mieux possible. La collaboration, sinon, avec la filière, donc énormément d'intervenants extérieurs. Donc, le SINAD a pour objectif de fédérer, puisque, comme je le disais en préambule, sans adjuvant, il n'y a pas de béton, mais sans béton, il n'y a pas d'adjuvant non plus. Donc, notre rôle, c'est d'être associé avec les gens de Bétocim, avec les gens de Simbéton, avec qui nous travaillons beaucoup, avec la FIB, la Fédération française de l'industrie du béton,
Nous sommes représentés également à l'IREX pour les instituts de recherche sur des projets nationaux, avec le SNBPE, très important, un partenaire très très important, avec qui nous travaillons vraiment de façon conjointe. Et puis également, bien évidemment, les universités et les écoles. Et l'UNICEM, je l'ai oublié, mais nous sommes dans les installations de l'UNICEM. Un siècle donc de contribution à l'évolution du béton. Le béton, c'est vrai, a énormément évolué depuis ces 20 dernières années. Et l'historique sur les adjuvants, je voulais vous rappeler un petit peu. Donc, les premiers adjuvants apparaissent dans les années 1910-1920. Le béton, je vous rappelle, c'était fin des années 1800. Mais les premiers hydrofuges et accélérateurs à base de chlorure de calcium donc, voient le jour dans les années 1910. Ensuite, nous avons l'arrivée des entraîneurs d'air, des produits de cure, l'apparition des plastifiants en base de lignosulfonate. Donc, ce sont des sous-produits de la fabrication de la pâte à papier. Puis apparaissent donc des réducteurs d'eau à base de mélamine, donc qui avaient des pouvoirs de réduction d'eau beaucoup plus importants. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi la réduction d'eau est très importante. En 68, donc création du syndicat pour justement être partie prenante et pouvoir discuter avec les autres instances et nos autres collègues des autres associations. Et la norme NF est arrivée dans les années 1972. Donc on a des NF sur différents produits. Puis l'apparition des polyvinylsulfonates sur les années 89, pardon. Donc là, on allait de plus en plus vers la fluidité du béton. La fluidité du béton est importante dans le sens où elle va réduire la pénibilité. Donc c'était vraiment les premiers adjuvants qui permettaient de donner de la fluidité à ce béton. Nous avons eu donc dans les années 98 la nouvelle NF adjuvant EN 934 partie 2. Donc on gère et en même temps le marquage CE et le marquage NF sur nos produits. Ensuite, donc 2006, entrée en vigueur de la norme béton EN 206 partie 1, donc devenu NF EN 206/CN. Beaucoup de travaux également en 2012-2013 sur l'exciviation. Souvent, les gens se demandaient effectivement quel était après l'adjonction d'adjuvants dans le béton, quelles étaient les traces. Donc, on a eu un thésard pendant 3 ans qui a travaillé avec nous et donc on a sorti des travaux qui sont d'ailleurs sur notre site SINAD si vous voulez télécharger la brochure. 2013-2016, donc travaux sur les matériaux cimentaires, donc toujours dans la continuité de ces travaux de l'exciviation avec la DGS. Et puis le projet national Recy-Béton, qui est une grosse partie de notre activité sur les années futures, c'est l'utilisation des matériaux recyclés. C'est une demande, c'est une exigence de plus en plus. C'est pas encore obligatoire en France, en Suisse ça l'est, mais ça le deviendra. Donc nous avons déjà un projet national qui travaille sur cette problématique. Ensuite, donc le matériau de construction le plus utilisé au monde, je vous le disais, il faut qu'il soit économique, accessible, façonnable à volonté, résistant et durable. Nous avons plusieurs modes de fabrication pour le béton. Donc il y a le béton de centrale, que l'on dit généralement BPE, béton prêt à l'emploi, qui est fabriqué donc dans des usines et ensuite transporté via des camions toupies sur le chantier. La problématique de la fabrication du béton en centrale, c'est donc d'avoir une ouvrabilité qui se maintient dans le temps pour que quand le béton arrive sur le chantier, il soit dans le bon état pour être mis en œuvre. En usine de préfabrication, un gros travail aussi des adjuvantiers pour améliorer la qualité. Alors, la différence là, c'est que c'est la fabrication qui va couler son béton qui est fluide, qui va devenir durci, et ensuite donc qui sera assemblé sur le chantier. Grosse évolution, par exemple, grâce aux adjuvantiers, la préfabrication entre 2001 à 2010, 80% des bétons de poutres, je pense, un exemple c'est les poutres, où avant on avait des fortes vibrations qui étaient très nuisibles pour les ouvriers, et puis des problèmes de vibration, donc ils avaient pas mal de lombalgie parce que c'était pas évident à travailler. Donc on a introduit les bétons autoplaçants au niveau des usines de préfabrication et ça a énormément diminué la difficulté de travail sur ces usines. Donc on concourt également à l'amélioration des
du système constructif, puisque plus un béton est fluide, plus on peut envisager des formes différentes et plus c'est facile à remplir. Donc vraiment, l'adjuvant concourt à cette facilité. Et puis sur les chantiers, alors il y a moins en moins de béton réalisé sur chantier, mais il en reste un petit peu quand même, et il est également adjuvanté. Donc voilà une belle photo de ce qu'on peut faire avec un contour parfait sur des bétons qui ont été adjuvantés. Donc on a une très très belle découpe et un béton d'une très belle facture. Alors, ce qui est indispensable, les adjuvants, donc c'est indispensable à la formulation des bétons modernes. Aujourd'hui, 95% donc des bétons sont adjuvantés en France. Euh, pourquoi on est arrivé à un taux aussi important? Bien tout simplement parce que ça répond aux nouvelles modes de fabrication. Je parlais du béton autoplaçant, je parlais de la pénibilité, à des nouvelles attentes aussi en matière de mise en œuvre. De plus en plus sur les chantiers, il y a des problématiques de bruit, tout simplement, quand quand on coule un ouvrage à côté d'un hôpital ou d'un hôtel, s'il y a les vibreurs qui sont en route toute la journée, c'est vraiment très difficile pour les gens qui vivent à côté. Donc on essaie de vraiment au niveau du béton de diminuer le bruit. Et puis un besoin de performance toujours de plus en plus élevé. Aujourd'hui, un béton va on va dire de plus classique de 16 MPa pour des bétons de basse qualité jusqu'à 150, 180, 200 MPa selon les formulations. Et on a également évolué dans les composants de base du béton, puisque aujourd'hui on est capable d'utiliser différents matériaux. Il y a des matériaux de très très bonne qualité, mais de plus en plus on se retrouve pour des problèmes de transport à utiliser des matériaux qui sont moins nobles, et grâce à l'adjuvant on arrive à utiliser ces matériaux dans le but de diminuer l'empreinte carbone. Alors voilà un petit slide qui résume. Donc on a le ciment. On a le ciment, les poudres, donc on dit ciment, addition. Dans les additions, on peut retrouver du métakaolin, des laitiers, du filaire, des colorants. Dans les solides, on aura du sable. Généralement, on peut avoir un ou deux sables, des granulats, généralement une ou deux coupes, et puis des fibres. Je vous disais des polypropylènes, des macros synthétiques, voire des fibres métalliques, et ensuite de l'eau et de l'adjuvant. Tout ça est malaxé, et donc en résulte une pâte qui doit donc être en suspension, puisque le but c'est que tous les éléments restent ensemble pour pouvoir être mis dans le moule. Si nous n'arrivons pas à faire ça, on appellera ça de la ségrégation. La ségrégation, c'est quand on se retrouve avec le sable d'un côté, l'eau de l'autre et le caillou d'un autre côté. Donc malheureusement, ça arrive encore. Un des éléments les plus importants sur lequel joue l'adjuvant, c'est l'eau. Le but dans le béton, c'est de réduire l'eau. Pas l'eau efficace, c'est l'eau qui serait mise en trop pour apporter la fluidité. L'eau a une influence directe sur l'esthétique. C'est-à-dire que si on met trop d'eau, on va avoir des feuilles de fougère sur les voiles, on va avoir de la ségrégation. On va influer sur la résistance mécanique, donc des grosses chutes de résistance mécanique si on met trop d'eau, sur la porosité du béton, sur le retrait, on peut avoir des fissures, et puis sur la durabilité. Un béton, vous savez, est attaqué d'1 millimètre par an par les ambiances agressives. Donc plus il y aura eu d'eau au départ pour le couler, plus il sera agressé rapidement et plus il va éclater sous l'effet des ambiances agressives. Donc dites-vous bien que il suffit de 25 litres d'eau pour hydrater 100 kg de ciment. Donc c'est pas beaucoup, mais ça c'est juste pour hydrater. Ça veut pas dire pour faire la mise en œuvre. Donc, généralement, il en faut plus puisqu'on parle de rapport E sur C de 0,5. Donc pour 100 kg de ciment, entre l'hydratation et la mise en place, il faut compter 50. Si on met beaucoup plus de 50, on va dégrader la qualité du béton. Alors voilà, ça c'est un logo que nous avons créé au CINAD pour rappeler à tous les utilisateurs que si on rajoute 10 litres d'eau sur un mètre cube de béton, on perd 6% de résistance, on augmente d'1% la porosité et on augmente de 6% le retrait. Donc ça c'est un logo qui avait beaucoup plu dans la profession, qui était collé
sur les camions des chauffeurs toupies pour justement que tout le monde prenne conscience. Formuler un béton. Alors je ne sais pas qui vous êtes, mais formuler un béton c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est beaucoup plus ardu qu'on ne le pense. C'est pas tu mets un tiers de ceci, deux tiers de cela. C'est des formulations qui passent par des ingénieurs qui sont dans nos laboratoires, qui travaillent dans les centrales à béton, qui travaillent dans les préfabrications pour justement optimiser la formule granulaire selon le ciment que l'on va avoir, selon la qualité des matériaux que l'on va avoir, selon la nature des projets que l'on va avoir. Donc tout doit être pris en compte pour savoir comment il va être utilisé, sur quelle distance il va être transporté, sur les conditions de mise en œuvre, sur les conditions climatiques dans lesquelles il va non seulement être mis en œuvre, mais vivre ensuite. Donc tout ça est à prendre en compte lors de la formulation d'un béton. C'est assez compliqué, mais les adjuvantiers s'y prennent très très bien et sont là pour vous aider. Je disais donc pour la formulation, toute cette réflexion qu'il y aura en amont sur la formulation d'un béton permettra ensuite d'être certain de la durabilité du matériau, de l'esthétique. L'esthétique, c'est quelque chose sur lequel on s'y emploie parce que en tant que président du syndicat des adjuvants, c'est vraiment quelque chose qui m'embête, c'est de tout le temps entendre parler que le béton c'est pas beau. Les gens pensent que quand c'est beau, c'est pas du béton. Et moi, je milite pour que un béton peut être beau, durable, résistant, étanche. Il peut fournir une isolation thermique, il peut être une super isolation phonique et en plus donc remplir tous les critères environnementaux. Donc le béton n'est pas que moche. C'est souvent les anciens bétons et nous depuis une vingtaine d'années, c'est de travailler sur l'amélioration de cette qualité, l'amélioration de la mise en œuvre et pour avoir de l'esthétique sur un produit fini. Plus le béton va être joli normalement et bien mis en œuvre, plus il sera bon. Excusez-moi. Alors les différentes familles d'adjuvants. Donc nous avons 6 parties, des exigences communes sur la 934 partie 2. Celle qui nous intéresse vraiment, c'est la 934 partie 1, la première, excusez-moi. La partie 2, c'est celle-là qui définit donc toutes les exigences, la conformité, le marquage, l'étiquetage. Nos produits sont extrêmement contrôlés et c'est normal. Nous avons donc des exigences et derrière, après, on a également une norme sur le mortier de montage, sur les colis de câbles de précontrainte, sur le béton projeté. Bon, on va peut-être en parler un petit peu plus avec le Grand Paris, mais c'est plutôt la 934 partie 2 qui nous intéresse, enfin qui nous concerne. Et donc la norme NF adjuvant, donc c'est quelque chose qui persiste. C'est une marque volontaire de certification qui est attribuée sur la base du référentiel NF 085, donc révision 4, et qui est coordonnée par le CERIB. Donc le CERIB, c'est le Centre d'études de la recherche de l'industrie du béton, qui vient de nos usines contrôler et faire des prélèvements pour voir si nos produits sont conformes à la norme NF. Les 3 fonctions des adjuvants: la modification des propriétés de l'ouvrabilité du béton, la modification des réactions de prise et de durcissement, et la modification de certaines propriétés spécifiques du béton, perméabilité et teneur en air, perméabilité à l'eau par exemple, ou teneur en air. Donc chaque adjuvant est défini par une seule fonction, une fonction principale, et celle-ci peut être dans certains cas complétée par une ou plusieurs fonctions secondaires. Je vais vous montrer un petit peu les différences que l'on peut avoir. C'est souvent dans les plastifiants où on peut avoir un plastifiant et plastifiant retardateur. Donc les 12 familles d'adjuvants. Alors les plus courants, plastifiants, réducteurs d'eau. C'est un produit qu'on va trouver aussi bien en BPE qu'en préfa. Par exemple, on met beaucoup de plastifiants pour faire les blocs dans la préfabrication légère. Super plastifiants au réducteur d'eau, on les retrouve dans les voiles, dans la construction des murs, dans le bâtiment, mais on va le retrouver également pour faire des poutres, pour faire des prédales, pour faire des prémurs. Les accélérateurs de prise sont souvent utilisés donc quand il fait froid
ou quand on a besoin d'accélérer la remise en service. Si on a par exemple, c'est déjà arrivé, des gens qui veulent sceller un poteau très rapidement et qui tiennent tout seul au bout de 4 heures, eh bien ils mettent des accélérateurs de prise pour des remises en circulation assez rapides. Accélérateur de durcissement, de la même façon, c'est même plutôt celui-là qui est utilisé pour augmenter les performances mécaniques. L'autre est surtout utilisé quand il fait froid. Le retardateur de prise, donc le béton, sachez que je vais vous montrer des graphes tout à l'heure, tout est calculé dans nos laboratoires à 20 degrés. Mais un béton, quand il fait sa prise au bout de 2 heures, à 40 degrés, il va faire sa prise au bout d'une heure, mais à 5 degrés, il va faire sa prise au bout de 4 heures. Donc, selon la température qu'il fera à l'extérieur, le béton ne réagira pas du tout de la même façon. C'est une réaction chimique, et donc la température influe énormément sur la réaction. Et puis nous avons donc des hydrofuges de masse et des entraîneurs d'air également. Je me dépêche pour finir ma présentation, donc je passe juste dans des nouveaux produits qu'on utilise de plus en plus. Des rétenteurs d'eau et des modificateurs de viscosité sont des produits très innovants que de plus en plus nous utilisons quand nous avons des formulations un petit peu difficiles. Pour des matériaux recyclés, par exemple, ce sont des produits qui peuvent être utilisés pour éviter le ressuage. Donc je disais le réducteur d'eau, le plastifiant réducteur d'eau, donc adjuvant qui permet de réduire d'au moins 5% la teneur en eau. Alors, vous pouvez peut-être penser que 5% c'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme. Et en fait, le plastifiant va lier les éléments entre eux, et donc ça permettra de ne pas rajouter d'eau sur le chantier, et donc d'avoir un béton qui se met très facilement en place. Le dosage généralement est entre 0,15 et 1,2% du poids du ciment. Mais attention, lorsqu'ils sont surdosés, les plastifiants de première génération peuvent entraîner des retards de prise très importants. Donc ce sont des produits qui ont justement ce double effet. Et à 0,25 ils vont plastifier, et à 0,50 ils vont retarder pendant 2 jours. Donc il faut faire très très attention à cette réaction. Et donc dans les centrales à béton, on fait de la formation auprès des centraliers pour qu'ils ne surdosent pas le produit. Donc voilà le petit schéma. L'eau, on a le ciment plus l'eau. La réaction du ciment plus de l'eau, généralement ça fait des grumeaux, c'est un petit peu comme de la farine. Donc l'adjonction d'un plastifiant permet de défloculer le grain de ciment pour optimiser le rendement cimentaire. Et c'est pour ça que dans certains cas on peut réduire les quantités de ciment, puisque le fait de mettre de l'eau entre tous les grains de ciment, on va permettre des cristallisations, et à quantité de ciment équivalente, on va optimiser ce rendement cimentaire, donc on va avoir une meilleure performance du béton. Concernant les plastifiants, donc le super plastifiant, excusez-moi. Le super plastifiant permet de réduire de 12% la teneur en eau d'un béton, sans modifier la consistance. Et donc il est, on va dire, 2 fois plus puissant qu'un plastifiant. Généralement, ce ne sont pas du tout les mêmes chimies. On a des chimies beaucoup plus efficaces, et on n'a pas cet effet retard. Donc le dosage est de 0,6 à 2,5% du poids du ciment. Conséquence, donc c'est pas de retard que l'on va avoir. Si on en met trop, on peut aller vers la ségrégation. C'est-à-dire que on fait l'effet que je ne souhaite pas, c'est d'avoir le sable d'un côté, le caillou de l'autre et l'eau. Et là, on a vraiment des paraments qui sont affreux. Donc, il y a vraiment une formulation à prévoir en amont et des tests qui doivent être réalisés pour éviter ce phénomène. Donc le mode d'action est quasiment similaire, sauf qu'il y a une gangue qui va se mettre autour du grain de ciment pour fluidifier et apporter donc apporter une facilité de mise en œuvre. Mais là, c'est également de façon plus tonique, je dirais, d'écarter les grains entre eux, et donc de faciliter la mise en œuvre et d'augmenter les performances, donc augmenter la maniabilité, augmenter des fois la durée la stabilité de rhéologie, mais également donc d'améliorer les performances mécaniques. Alors une petite synthèse pour vous montrer l'influx des différents de la quantité d'eau. Donc on part d'un béton témoin
E sur L, ça veut dire eau sur liant. Donc eau sur ciment plus filaire plus laitier. Donc quand on est stable ici, donc l'ouvrabilité va être stable, la résistance va être stable et la durabilité va être stable. Ce que je voulais vous montrer au travers de cette synthèse, c'est que si vous augmentez la quantité d'eau, on disait 10 litres par exemple, donc 10 litres, effectivement vous allez augmenter l'ouvrabilité, mais immédiatement vous chutez en résistance et vous chutez en durabilité. Si vous ajoutez 1 litre de plastifiant, vous augmentez votre ouvrabilité, votre résistance reste équivalente et votre durabilité équivalente. Si, par contre, vous avez de la réduction en eau et en ciment, en ajoutant un plastifiant, là, vous êtes équivalent sur votre liant, enfin votre rapport E sur L, eau sur liant. L'ouvrabilité est la même, la résistance est la même, la durabilité est la même. Et dans le dernier point qu'on a voulu vous mettre en avant, c'est si on veut réduire la teneur en eau, on ajoute 3 litres d'adjuvant. L'ouvrabilité sera la même, c'est-à-dire qu'on va dire on va tirer 15 litres d'eau, on va avoir la même ouvrabilité, par contre on va améliorer la résistance et on va augmenter la durabilité. Donc voilà de beaux exemples de béton autoplaçant là sur ma droite, et puis là c'est une des piles de pont du viaduc du Millau qui ont été faits avec des super plastifiants. L'accélérateur de prise, donc l'accélérateur de prise, donc, qui permet de réduire le temps nécessaire à l'hydratation des grains de ciment et à la formation des premiers cristaux d'hydrate. À température identique, la prise démarre plus tôt et dure moins longtemps que lorsque le béton n'est pas adjuvanté. Généralement, on retrouve donc l'accélérateur de prise quand il fait froid. Hein, dès qu'on a une température, je dirais aux alentours de plus 5, il faut vraiment mettre de l'accélérateur parce que si vous avez une température de plus 5 à 15h l'après-midi, à 18h ou à 20h il fait 0 et là c'est pas bon du tout pour le béton. Donc voilà les formations donc le schéma de la réaction. Le but quand on met un accélérateur, c'est vraiment de diminuer ce temps-là pour que le béton ne se refroidisse pas. Le béton, généralement, quand il est dans une banche, il va être à 20 degrés. Si on ne met pas d'accélérateur, sa température va baisser et l'eau qui est dans le béton risque de geler. Et là, c'est la catastrophe. Vous êtes obligé de détruire le mur. L'accélérateur de durcissement, donc c'est de faire monter après la prise les performances mécaniques pour éviter pour la remise en circulation, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est pareil, une fois que la fin de prise s'est faite, au bout de 7 heures dans ce cas-là, on a avec l'accélérateur de prise une montée en performance qui va nous permettre de démouler plutôt la banche ou la pièce dans une préfabrication. Donc il y a différentes utilisations quand on a besoin d'une rotation de moule plus importante. Mais ce sont des questions sur lesquelles que l'on peut aborder après. J'accélère un petit peu puisque je suis en retard. Le retardateur de prise, on en a utilisé beaucoup cet été avec ces fortes chaleurs. Donc c'est un adjuvant qui permet d'allonger le temps nécessaire à la formation des premiers cristaux d'hydrate. Par exemple sur Paris, avec les problèmes de transport que l'on a, un camion toupie peut rester bloqué pendant une demi-heure dans un bouchon. Et s'il fait 40 degrés, dans la toupie il fait des fois 50, pour ne pas dire 60. Donc il faut vraiment retarder sa prise pour être sûr que le béton ne va pas faire prise dans le camion alors qu'il doit faire prise dans le moule dans le voile du chantier. Donc toujours pareil, c'est de décaler cette prise pour que le béton soit livré dans les meilleures conditions, soit mis dans les meilleures conditions et qu'on n'ait pas des pré-prises qui peuvent être très nocives et surtout de rajout d'eau sur le chantier. Ça c'est le chose à proscrire. Surtout pas de rajout d'eau sur le chantier. Donc prévoir, si vous êtes des prescripteurs, prévoyez l'introduction de retardateurs en cas de forte chaleur et d'accélérateurs en cas de température très froide. L'hydrofuge de masse, alors c'est un produit que l'on voit beaucoup prescrit pour les piscines, pour certains ouvrages, pour les bétons de masse. Donc l'hydrofuge, on le met de 0,5 à 2% du poids du ciment. L'efficacité des hydrofuges en masse est fortement liée à la nature du ciment. De la même façon, il faut vraiment prévoir une formulation de béton adaptée.
selon la quantité de ciment, selon la quantité de matériaux que l'on a, et de bien se rapprocher des adjuvantiers pour savoir quelle est la quantité qu'il faut mettre d'adjuvants. Le fonctionnement, souvent ce sont des stéarates. Le fonctionnement, c'est que les stéarates se déposent dans les pores du béton et empêchent que l'eau migre au travers de ces pores, et donc que l'on ait des bétons qui ne soient pas étanches. Entraîneur d'air. L'entraîneur d'air, c'est un des produits les plus dangereux, dans le sens où si on en met trop, ça fait l'effet inverse, c'est une vraie catastrophe. Les entraîneurs d'air sont à utiliser avec grande précaution, puisque leur utilisation c'est souvent en zone de montagne. Un béton doit avoir entre 5 et 7% d'air, puisque en zone montagneuse, ce qui est dangereux, c'est que, on disait tout à l'heure, on parlait de la porosité, s'il y a de l'eau qui rentre dans le béton, si cette eau gèle, par exemple sur un pilier de téléphérique, cette eau gèle et l'eau s'expanse de 9%. Donc au bout d'un moment, après plusieurs cycles, elle va casser le béton. Donc on met justement de l'entraîneur d'air, ça fait justement ce que vous voyez là, on a les canaux et donc la bulle d'air va rester et ça va permettre à l'eau de s'expanser, l'eau gelée de s'expanser dans le trou qui aura été créé par l'entraîneur d'air que l'on aura introduit et contrôlé surtout, qui permettra que le béton soit durable. C'est une question que vous pouvez me poser aussi pour si j'ai pas été suffisamment clair. Donc dans la formulation, je répète, bien choisir les adjuvants, s'assurer de leur compatibilité, compléter les essais laboratoires par des essais de convenance. La fabrication, respecter les délais de péremption. Trop souvent, les gens ne regardent pas les adjuvants et ne font pas attention à la date de péremption. Si on est arrivé à date de péremption, on a des péremptions qui vont de 1 à 2 ans, mais il faut vraiment surveiller le produit qui est introduit. Protéger les adjuvants du gel, ne jamais laisser d'adjuvants sur un chantier sans qu'ils soient protégés du gel. Ne jamais mélanger les adjuvants entre eux, ce sont des produits chimiques. Il faut veiller, ou alors il faut demander, mais il faut surtout pas prendre l'initiative de mélanger les adjuvants entre eux. Entretenir régulièrement le matériel, ça c'est la responsabilité du préfabricant ou du bétonnier, mais c'est très important que vous, prescripteurs, vous vérifiez ça également, puisque toute erreur de dosage peut être catastrophique. Garantir un bon mélange, il faut que le béton soit bien mélangé et respecter les paramètres de la formulation. Tenir compte de la FDS, bon, ça c'est évident, et des fiches techniques, mais généralement tous les adjuvantiers vous donnent les fiches techniques et les FDS des produits quand vous les sollicitez. La livraison du béton, remalaxer à grande vitesse le béton quand il arrive sur le chantier. Adapter donc les cadences de livraison au chantier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 3 camions qui attendent pendant 1 heure que le chantier soit prêt. Il est important de bien organiser le chantier pour que le béton, quand il arrive, il soit mis directement dans la benne pour aller faire la dalle ou les murs. Et puis pas de rajout d'eau comme je l'ai dit. Ce qui est envisagé également, c'est de multiplier les points de livraison, ça améliore la qualité du béton. Ne jamais vibrer les armatures. Si vous vibrez trop les armatures, vous allez vous retrouver avec des ségrégations, voire des remontées d'eau, donc de la ségrégation. Même dans le moule, hein, c'est tant que le béton n'est pas figé, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas fait sa prise, c'est dangereux, l'eau peut se séparer. Donc une trop forte vibration sur les armatures peut provoquer ce phénomène. Éviter les chutes de trop grande hauteur, ça c'est à déconseiller. Vous allez vous retrouver avec souvent de ségrégation en pied de banche. Et privilégier le pompage par le bas pour les formes complexes. Pour les coffrages et les moules, donc effectuer un dépoussiérage quotidien des moules, c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas souvent fait. Alors quand on a certains architectes le demandent régulièrement, mais c'est très très important. Si on veut avoir une continuité dans la couleur, c'est une des choses à prescrire. Utiliser des moules de qualité homogène. Bah oui, pas d'avoir des moules en bois et des moules en acier, à moins que ce soit une volonté d'esthétique pour avoir une empreinte différente, mais c'est très très important de veiller à ça. Protéger les moules non utilisés pour éviter la corrosion. Choisir le bon
Le bon adjuvant de démoulage, ça, il faut vous retourner également vers votre adjuvantier. Généralement, ils sont de très bons conseils selon justement bah, tout simplement s'il fait 40 degrés ou s'il fait 10 degrés, on va pas préconiser le même produit. Si on a du bois par rapport à de l'acier, on va pas préconiser le même produit. Donc, tout est important dans le choix du bon agent de démoulage. Proscrire donc les excès d'agents de démoulage. Certains pensent que quand on met beaucoup d'agents de démoulage, beaucoup d'huile, donc on va avoir un meilleur parement. Bah, c'est quasiment l'inverse. On a des effets de collage qui sont très très mauvais et donc il faut vraiment essuyer l'excédent d'agent de démoulage et l'éliminer à la raclette par exemple. Un autre produit sur lequel on fait beaucoup de promotion au CINAD, c'est le produit de cure. Les gens ont l'impression que quand un allage a été coulé, c'est fini. Ils peuvent partir, il est propre, ils l'ont bien lissé, ils sont contents. En fait, c'est là que le béton est le plus fragile. C'est quand il passe de l'état liquide à l'état solide. C'est là qu'il va fissurer. Et ne serait-ce qu'une porte qui reste ouverte, une fenêtre qui reste ouverte, un coup de vent, c'est pas que la chaleur. Les gens ont trop tendance à penser que c'est la chaleur. On a même vu des dallages comme ça couler dans des fermettes. Le bois d'une fermette est tellement avide d'eau que vous avez tout fermé, mais si vous n'avez pas assez hydraté, si vous n'avez pas mis un produit de cure, en fait c'est le bois qui va jouer le pompage et vous allez avoir des fissures de partout. Donc veillez énormément à la cure des bétons, passez 2 couches de produit de cure pour être certain que vous n'aurez pas de fissures derrière. C'est vraiment quelque chose de très très important. Et voilà quelques chantiers que nous avons mis en référence, hein. J'ai quasiment fini ma présentation. Le silo d'Arsens, le viaduc de Millau, qui est une belle référence française, le viaduc de Meaux, le groupe scolaire de Montargis, avec des bétons blancs, la gare du péage de Millau, donc là c'est un béton très spécial, mais c'est pas du plastique, c'est du béton. Voilà, et pour finir, un rappel sur un ouvrage qui a été publié par le CINAD aux éditions Le Moniteur, et que vous retrouverez donc sur la boutique Le Moniteur. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et et pour le respect des délais. Les délais sont tenus, on est pile poil dans les temps, donc merci. Je pense que l'on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Je vous laisse peut-être un petit peu respirer, boire un petit verre d'eau peut-être aussi. Euh, alors, Alors une question un petit peu technique. Les plastifiants peuvent-ils être utilisés en hiver dans le cas de coulage pour des températures comprises entre 5 et 10 degrés? Vous en aviez un petit peu parlé. Oui, oui, tout à fait. Le plastifiant est toujours utilisé. Est toujours utilisé. Dans certaines centrales, par exemple, on va le mettre à 0, on va monter un petit peu le dosage durant l'été et le descendre un petit peu durant l'hiver. Donc quand vous parlez de 5 à 10 degrés, c'est la limite. Si vous allez en dessous, il faut que vous mettiez de l'accélérateur. Mais entre 5 et 10 degrés, il n'y a aucun problème pour utiliser un plastifiant à 0,25% de dosage. Alors, une question qui, à mon avis, doit manquer le début de la phrase, puisque la fin de la phrase est particulièrement avec des bétons composés de ciment comportant du laitier. Donc, si vous pouviez ressaisir la question dans son ensemble, ça nous permettrait d'y répondre. Et en attendant, une autre question, peut-on a posteriori, c'est-à-dire plusieurs années après, retrouver la composition d'un béton, notamment la teneur en adjuvant, dans le cas d'une expertise par exemple? Alors, je suis pas un expert en comment sur ces problématiques-là. Je pense que on peut faire des prélèvements de carottage et puis regarder. Normalement, si on a eu un surdosage d'adjuvant, on doit le voir à l'état frais. Donc ça doit être visible puisque vous allez avoir du retard. Mais quand vous dites peut-on imposer plusieurs années après, euh, je, je ne sais, honnêtement, je sais pas répondre. On peut pas.
Alors, moi, ma première réponse, enfin, donc, a posteriori, on ne sait pas tracer. Ce qu'on pourra tracer demain, c'est avec le BIM, justement. Le BIM, normalement, on devrait avoir associé la traçabilité sur la fabrication. Mais là, pour le moment, si on parle de... Oui, encore faut-il qu'on ait le dosage. Mais pour le moment, je dirais que un ouvrage qui a 50 ans, si vous voulez, je sais que la teneur en ciment, on peut la retrouver, mais les adjuvants, a priori, on me dit que non. Très bien, merci pour ces réponses. Ah, une question dans son ensemble. Les ciments à base de laitier ayant une prise plus lente, est-ce que mettre un plastifiant en hiver ne crée pas un risque de prise plus retardée qu'avec un CM? Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, on a des plastifiants d'ancienne génération qui auraient tendance plutôt un petit peu à retarder lorsqu'il fait froid. Donc on est plutôt sur des plastifiants de nouvelle génération pour être avec des CM2 ou des CM3. Tous les produits, tous les ciments avec ajout, on est plutôt sur des plastifiants de nouvelle génération pour éviter justement cette petit effet retard que l'on peut avoir aux alentours de 5 degrés. Et deuxième question, peut-on mélanger deux adjuvants dans ce cas, plastifiant plus accélérateur? Alors pour finir hein, la question de la personne précédente, donc si vous revoyez ma synthèse, on peut mettre un super plastifiant pour augmenter les performances par exemple. Ça peut fonctionner également. Donc en fait il va falloir, puisqu'on a un ciment plus lent, bah, il faut si on sait qu'on est si on est sur des températures très froides, peut-être préconiser de l'accélérateur, mais en tout cas c'est de diminuer le rapport E sur C. Ce qu'il faut que vous demandiez à votre bétonnier, c'est de diminuer le rapport E sur C, donc mettre plus de super plastifiants de nouvelle génération ou tout de suite de mettre un super plastifiant. Concernant la question, est-ce qu'on peut mélanger deux adjuvants en même temps? Oui, on peut mélanger deux adjuvants en même temps, mais ce qui est important, c'est pas de les introduire en même temps, c'est que un sera introduit dans la bascule à adjuvant et l'autre sera introduit dans le malaxeur. Donc voilà la préconisation, ne jamais mélanger les deux en même temps, ça évite d'avoir des problèmes. Alors, nous allons partir en Russie maintenant, puisque un participant travaille beaucoup en Russie, et donc les coulages se font jour et nuit, y compris en hiver, avec des températures jusqu'à -25. Quel type d'adjuvant utilise-t-il, à votre avis? Alors là, on est vraiment dans des techniques complètement différentes, c'est-à-dire que moi je connais pas beaucoup de centrales en France qui chauffent l'eau. Il y a en zone de montagne quelques-unes, mais par contre dans ces pays-là, ils sont vraiment sur des températures ils chauffent les agrégats, ils chauffent tous les ingrédients qui servent à la fabrication du béton et l'eau. Donc en fait le béton quand il arrive, il est à 20 degrés et ils font en sorte que le béton reste à 20 degrés. Et c'est ça qui permet de couler même si on est à -25. Donc c'est plus la préparation du béton qui va faire qu'on arrive à le faire durcir. Parce qu'effectivement, si on mettait un béton sans être chauffé, à -25, il tiendrait pas et il n'y aurait aucune hydratation. On se retrouverait avec un dégât. Avec des manches qui chauffent, oui. Merci. Je pense que votre présentation était très claire puisque nous avons... si, encore une autre question. Ah oui, peut-on prendre rendez-vous au CINAD pour prendre des renseignements complémentaires? Déjà, je peux vous rediriger vers le guide des adjuvants qui est paru aux éditions du Moniteur, mais je pense que le rendez-vous est possible. Oui, oui, bien sûr, nous avons un secrétaire général qui est là pour organiser les rencontres et donc je vais peut-être pas présenter assez notre syndicat. L'objectif, c'était de présenter surtout les adjuvants, mais nous avons une commission technique, nous avons une commission environnementale et nous avons une commission marketing pour développer les nouveaux produits. Et donc, au niveau de la commission technique, il y a des éminentes personnes qui travaillent et qui seront capables de répondre quand vous le souhaitez à cette problématique plastifiant, superplastifiant ou autre.
Effectivement, vous avez raison. On peut peut-être prendre quelques minutes pour parler du SINAD, de son actualité peut-être, si vous pouvez nous en dire deux mots. Alors le CINAD, en fait, une association, un syndicat qui travaille énormément. Euh, notre rôle, c'est d'être l'interface entre le cimentier, le bétonnier, le préfabricant, et de, de trouver avec ces gens-là donc des solutions pour justement introduire donc des matériaux. On parlait de matériaux recyclés, donc on travaille avec eux on a des groupes de travail pour faciliter donc le transfert de connaissances entre le bétonnier et l'adjuventier. On travaille pour les sables argileux, on a un groupe de travail sur les chapes. On a donc différents groupes de travail, donc nos 4 commissions. On a une commission technique, une commission environnementale. Commission environnementale, par exemple, c'est elle qui va en permanence à la DGS pour faire valider nos adjuvants, pour être mis en contact avec l'eau potable. On a une commission marketing, elle, qui fait la promotion, comme on fait là, mais allez sur notre site, il y a des brochures déjà qui pourront vous renseigner sur les plastifiants, les super plastifiants. Donc ça fait... Et sur les agents de démoulage également. Oui, il y a une très très bonne plaquette où le syndicat donc, national des marchands d'adjuvants et donc des huiles de démoulage, on a fait un gros travail pour expliquer à la profession l'huile. L'huile, bien souvent, dans beaucoup de pays, est un matériau banal, mais l'huile, c'est pas banal, puisque l'huile, quand on projette de l'huile, ça va dans les bronches, ça va sur la peau. Donc il y a toute des précautions à faire et il n'y avait pas de législation là-dessus. Donc nous, c'est pas de la législation qu'on a fait, bien entendu, mais ce sont des guides de choix qui permettent aux acheteurs, qui permettent aux applicateurs, qui permettent aux conducteurs de travaux de savoir exactement quelle est la bonne huile qu'il faut choisir. Voilà nos travaux, c'est très dense, c'est un travail passionnant et n'hésitez pas à nous consulter. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ces réponses bien précises. Je laisse peut-être encore une petite minute aux participants qui sont encore en ligne pour poser leurs dernières questions. Tic tac, tic tac. Mais en tout cas, je vous rappelle donc que si vous avez des questions à la fin de cette session et même après, vous pouvez toujours donc soit aller toquer à la porte du SINAD, soit consulter le guide des adjuvants. Apparemment, il n'y a plus de questions. Donc c'était vraiment très 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 clair. En tout cas, merci pour cette session sur ah si, dernière question sur la ligne du rasoir. Que veut dire la cure? Oui, c'est vrai, on utilise des mots barbares. Donc la cure, c'est un produit, cure de curing, c'est un produit qui vient protéger. Donc c'est comme si nous déroulions un film plastique, un film de polyane, sur le béton frais. L'avantage, c'est que le film de polyane, il faut venir le couper et puis marcher sur un béton qui est plutôt frais. Là, le produit de cure, c'est un produit en phase liquide que vous mettez dans un pulvérisateur et vous venez créer un film avec votre pulvérisateur et le produit. Donc, ce sont des adjuvants NF, hein, je rappelle, les produits de cure sont des produits NF. Et vous venez donc curer ce béton pour protéger, pour éviter la dessiccation. C'est-à-dire que l'eau qui est prévue dans le béton pour hydrater les cristaux, puisque au moment où le béton va passer de sa phase solide, de sa phase liquide, pardon, à sa phase solide, il va y avoir une demande en eau pour la réaction chimique. Si cette eau-là s'est évaporée pendant cette période-là, c'est-à-dire pendant les 2 heures où on a une ouvrabilité sur le béton, s'il n'y a plus d'eau, on est sûr qu'on va avoir des fissures. Donc le produit de cure permet de garder l'eau dans la couche, si je me suis bien fait comprendre. Hein, donc produit de cure, c'est la protection des bétons. Une dernière question qui va concerner l'eau potable. Les adjuvants sont-ils compatibles pour réaliser du béton de réservoir destiné à être en contact avec de l'eau potable? Oui, alors c'est justement la difficulté, c'est que on travaille, donc la commission environnement travaille avec la DGS pour faire valider différents produits, parce que un adjuvant,
je dirais que les adjuvants ont une durée de vie de 4-5 ans. La durée de vie, c'est-à-dire que nos adjuvants, nos chimies évoluent énormément et donc on est obligé de faire valider nos composants. Et là, depuis un petit moment, on a des difficultés à le valider avec la DGS, mais certains produits sont qualifiés, sont sur une liste positive pour être utilisés pour le contact avec l'eau potable, donc dans les réservoirs. Donc rapprochez-vous de votre adjuvantier préféré ou du syndicat. Il existe des produits, mais nous ce que nous souhaitons, c'est d'aller beaucoup plus loin et que rapidement la DGS donne ses positions quant à l'utilisation de nos nouveaux produits et qu'on reste pas avec des vieilles générations. Mais oui, il existe des produits. Merci, encore une fois. Donc je pense que c'est la fin de cette session sur les adjuvants et donc la fin de ce rendez-vous expert du mois de septembre. Je vous donne donc rendez-vous d'ores et déjà fin octobre pour une session consacrée aux eurocodes et surtout à l'utilisation pratique des eurocodes. Merci de nous avoir suivis, merci pour vos questions et bonne fin de journée. Au revoir.